Voici l'histoire de deux femmes qui, complètement saoules et droguées, décident, par un bel après-midi de printemps, de racketter leur entourage. Mais problème, on est le 23, c'est presque la fin du mois, et à cette date, elles ne sont pas les seules à ne plus avoir d'argent. Et c'est aussi bien l'amateurisme des meurtrières que la violence des événements qui va marquer la ville de Lexington et rester dans les mémoires. Aujourd'hui, la triste histoire de LaFonda Faye Foster et de Tina Marie Powell. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Tout commence le 23 avril 1986 à Lexington, dans le Kentucky. Il est 16h quand une femme, Virginia Kearns, 45 ans, appelle le 911. Elle indique que deux femmes ivres refusent de quitter son domicile. Une patrouille s'y déplace et constate que c'est plutôt Virginia qui est ivre. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Les agents interrogent quand même les deux femmes. C'est un couple, LaFonda Faye Foster, 22 ans, et sa petite amie Tina Marie Powell, 27 ans. Elles n'ont pas l'air ivres et de toute évidence, les choses semblent s'être apaisées. Alors les policiers quittent le domicile et laissent les trois femmes continuer leur beuverie. Et au même moment, LaFonda et Marie-Tina décident d'aller à une autre beuverie qui a lieu dans un parking non loin de là. Mais voilà, les deux femmes n'ont plus un sou et elles sont à court de cocaïne et d'alcool. Alors, pendant cette petite fête improvisée, LaFonda essaye de vendre son couteau pour se faire un peu d'argent. Mais sans succès. Alors, toutes deux quittent la fête et sur le chemin, elles voient Virginia. Virginia qui, entre-temps, était allée à la pharmacie. Et les deux femmes voient en elle l'occasion d'avoir un peu d'argent. Mais Virginia n'a pas d'argent sur elle. Alors elles se disent que peut-être elle en a chez elle. C'est ainsi que le groupe retourne à l'appartement où elle trouve Carlos Kern, l'époux de Virginia. Il est âgé et handicapé, ainsi qu'une proche qui occupe le poste d'aide à domicile. C'est en réalité une amie qui habite avec eux, une certaine Trudy, 59 ans. Mais voilà, Carlos refuse de leur donner quoi que ce soit, alors une dispute éclate, et les ravisseurs et Virginia, qui a peur, le somment de donner de l'argent, ce qu'il accepte finalement, mais problème, il n'a pas un centime sur lui. Alors il leur propose d'aller avec lui à une boutique pour faire encaisser le chèque de 25 $ qu'il a sur lui. Elles acceptent. Et c'est ainsi que Marie-Tina va chercher la voiture de Carlos et elle emmène avec elle Virginia et Trudy pendant que LaFonda Foster surveille Carlos. Et au même moment, ça frappe à la porte. LaFonda ouvre et tombe sur deux amis à Carlos. Roger Keane, 47 ans, et Theodore Sweet, 53 ans, qui venaient lui rendre visite. Et ils sont à leur tour menacés. Est-ce qu'ils ont de l'argent ? Mais eux aussi n'ont pas un rond. C'est la fin du mois, et comme beaucoup, ils recevront leur argent en début de mois prochain. Alors, certes, LaFonda et Marie-Tina n'ont pas d'argent, mais c'est en réalité le cas de tout le monde. Ces personnes sont en grande majorité dans une certaine misère financière et bénéficient de quelques rares aides. Mais ça, LaFonda et Tina s'en moquent. Elles veulent absolument ces 25 $. Alors, elles obligent leurs 5 otages à grimper dans la voiture, direction la boutique. Et le chèque sera encaissé entre 18h et 19h. Mais 25 $, c'est un peu juste pour s'acheter de la drogue. Alors LaFonda décide d'aller chez une connaissance à elle, un certain Lester Luttrell, où elle pense pouvoir soutirer un peu d'argent, au moins de quoi acheter son gramme de cocaïne. Et à peine arrivée, une violente dispute éclate entre LaFonda et Lester. Et elle tire une balle avec son revolver qui transpercera une fenêtre. Puis, elle décide de partir. Elle retourne à la voiture, direction un terrain au large du mont Tabor. Tina Marie et LaFonda obligent leurs 5 victimes à sortir de la voiture et à s'allonger face contre terre. Et toutes deux commencent à poignarder
Trudy, Virginia et Carlos. Et finalement, la Fonda tire une balle à l'arrière de la tête de la pauvre Trudy. Elle a reçu en tout 5 coups de couteau au visage et à la poitrine. Elle a été égorgée et pour terminer, les 2 femmes vont lui rouler dessus et son corps qui restera coincé sera traîné quelques mètres par le véhicule. Elles ne lui ont laissé aucune chance. Et pour la petite histoire, sachez qu'elle n'avait pas bu une seule goutte d'alcool ce jour-là. Quant aux époux, les époux Kearns, qui ont eux aussi été poignardés, et bien même s'ils sont blessés et couverts de sang, ils sont toujours en vie. Et ils ont ordre de retourner dans la voiture. Et pareil pour les pauvres Theodore Sweet et Roger Keane, qui avaient assisté à tout ça face contre terre. Et tous en voiture, direction un bar voisin. Foster et Tina Marie n'ont plus de munitions. Alors elle demande à un client s'il n'a pas quelques balles de calibre 22. Et il dit que non. Elle demande alors au gérant. Et le gérant voit bien qu'il y a des traces de sang sur la voiture. Et il a vu, je cite, un gros gars à l'arrière, sans chemise. Mais elles lui disent que c'est pour tuer des rats. Et il ne se méfie pas plus que ça, et il donne 4 balles de calibre 22. Et beaucoup se sont demandé pourquoi. Au moins un des otages n'a pas essayé de s'enfuir pendant l'absence des ravisseurs. Vous le verrez, ils vont s'arrêter à divers endroits, seront parfois laissés seuls entre otages dans la voiture, mais personne n'essaiera de s'enfuir. Je le rappelle, ce sont des personnes fragiles, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles ont été choisies. En tout état de cause, voilà la bande en route vers une zone de chargement située à l'arrière d'un magasin de peinture. Et c'est au tour de Virginia. Elle tentera de s'enfuir, mais elle n'ira pas bien loin. Elle recevra une balle dans la tête, sa gorge sera tranchée, elle sera poignardée à de multiples reprises, dont 16 fois au cou, mais elle est toujours vivante. Et elle mourra au moment où elle se fera rouler dessus, et même scénario que pour Trudy, elle restera coincée et sera traînée. Mais il y a un problème. La Fonda n'a déjà plus de balles. Son arme coûte entre 5 et 10 $. Elle s'enraye rapidement, mais qu'à cela ne tienne, c'est décomplexé qu'elle retourne voir le gérant du bar, qui refuse cette fois de lui donner plus de balles. Et il remarque que le sang sur la voiture a été essuyé. Mais la Fonda ne se laisse pas abattre. Elle se met en direction du domicile de son père. Elle se dit qu'elle y trouvera des balles. Tina Marie Powell et les 3 otages restent à l'arrière, dans la voiture. Ils l'attendent devant la maison. Et les 3 hommes supplient Powell de faire quelque chose au moins pour les aider. Mais au lieu de ça, Tina Marie Powell indique en klaxonnant à la Fonda Foster de se dépêcher. Alors la Fonda arrive chez son père, elle lui montre l'arme et il lui indique qu'il manque une pièce à l'arme. C'est la tige du cylindre. Il s'avère que cette tige a été perdue lors du meurtre de Trudy. Et je vous rappelle, c'est au Mont Labor, et je vous rappelle que c'est une arme qui coûte entre 5 et 10 $. Mais pas de panique, le papa a la solution. Il fournit à sa fille un clou et il lui explique comment l'utiliser dans le revolver pour remplacer la tige. La Fonda, toute contente, reprend alors la route, direction un autre bar. Et la Fonda demande de l'argent à une femme assise dans sa voiture devant le bar, une certaine Caroline Cross. La Fonda lui indique qu'elle a besoin d'argent pour résoudre un problème. Et elle indique aussi qu'elle venait, à l'instant, de tirer sur un homme. Quand Caroline Cross demande à Foster ce qu'elle va faire avec le reste des personnes dans la voiture, Foster a répondu « Je leur tirerai dessus aussi ». Et la Fonda était calme. Elle avait l'air totalement normale, pas saoule du tout, et c'est ainsi que leurs chemins se sont séparés. Ne me demandez pas pourquoi Caroline Cross n'a rien fait, je ne sais pas, c'était indiqué nulle part. À ce moment, les 3 otages ont faim, ils demandent à manger. Tous se rendent alors dans un drive, mais ils partent avant d'avoir reçu leur commande. La Fonda et Tina Marie
ne perdent en réalité pas une seconde. Elles conduisent les 3 hommes jusqu'à un champ situé entre Richmond et Squires Road. Et ils vont être sauvagement attaqués, de la même façon horrible que Virginia et Trudy, une balle dans la tête, poignardée à plusieurs reprises, égorgée et écrasée par la voiture. Plus tard, un codétenu dira avoir entendu LaFonda dire qu'elle avait tiré sur les femmes en premier pour obliger les hommes à les regarder. La voiture a ensuite été incendiée avec détails sordides, le pauvre Roger Keane qui est resté coincé dedans, alors qu'elle brûlait. Theodore Sweet sera lui retrouvé mort étendu sur le sol, près du véhicule. Elles abandonneront le revolver non loin de là et prendront la fuite. Elles sont couvertes de sang, des pieds à la tête, leurs vêtements sont maculés de sang, et elles ont dans l'idée d'aller dans un hôpital proche de là, pour se nettoyer. Et pendant que l'une appelait un taxi, l'autre était partie aux toilettes pour nettoyer tout le sang qu'elle avait sur elle. Mais une infirmière des urgences avait remarqué la quantité anormale de sang sur leurs vêtements, et c'est sans tarder qu'elle en a parlé à des officiers de police qui étaient présents pour toute autre chose dans le bâtiment. Et les officiers vont à leur rencontre, et ils demandent ce qui a bien pu se passer, ce à quoi elles répondent qu'elles se sont juste battues. Mais à y regarder de près, ni l'une ni l'autre n'est blessée. Alors pourquoi tout ce sang ? Et l'excuse pour les arrêter et les conduire au poste, c'est l'haleine de LaFonda. Elle a peut-être l'air sobre, mais elle empeste l'alcool. Et être ivre dans un lieu public peut être un motif d'inculpation aux États-Unis. Et en plus, ils jugent que toutes deux représentent un danger pour elles-mêmes et pour les autres. C'est ainsi que quelques minutes seulement après le dernier meurtre, elles finissent déjà au commissariat, où elles sont interrogées séparément. LaFonda est placée dans une cellule en attendant que Tina Marie soit interrogée, et en cellule, LaFonda ne perd pas une minute. Elle en profite pour retirer ses chaussettes sanglantes et ses lacets, et elle les jette dans les toilettes. Elle ensuite tente d'essuyer le sang qu'il y a sur ses chaussures avec de l'eau, et elle échange son pantalon taché de sang avec un autre détenu. Mais heureusement d'ailleurs, ce pantalon sera récupéré le lendemain par la police chez le détenu en question. Et il n'avait pas été lavé. Ils trouveront tout de même sur elle, lors de leur arrestation, à toutes les deux, 3 balles de calibre 22 et un couteau taché de sang. Et quand plusieurs corps sont retrouvés dans la nuit entre 21h et 1h du matin, il n'en faut pas plus aux enquêteurs pour faire le lien. Alors elles sont placées en détention. Des codétenus indiqueront avoir entendu LaFonda se vanter des meurtres, avouer avoir dissimulé des preuves, mais elle niera tout en bloc, persuadée que la police ne peut pas la relier au crime. Et rappelons que la science n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes en 1986. Et 1 an après, le procès s'ouvre. La défense de Tina Marie, c'est de rejeter la faute sur LaFonda, de la présenter comme une lesbienne violente qui la forçait à se soumettre et qui a été battue. Elle s'est faite en quelque sorte manipuler, donc elle n'est pas si coupable. C'est une circonstance atténuante qui, si elle est retenue, lui évitera la peine de mort. Quant à LaFonda, elle utilise la défense, vous savez, battue par des hommes, extrêmement perturbée sur le plan émotionnel, c'est une toxicomane. Son avocat veut lui éviter la peine de mort, et il la présente comme une victime. Elles diront toutes deux avoir été en colère contre leurs compagnons de beuverie avec lesquels elles avaient été en conflit, bien qu'on ne sache pas si ces conflits sont réels ou imaginaires. Et quoi qu'il en soit, les choses ont dégénéré. Après un long procès, LaFonda est condamnée le 24 avril 1987 à la peine de mort. Quant à Tina Marie Powell, à la prison à vie, avec une peine de sûreté de 25 ans. Et plus tard, en 1991, la peine de mort de LaFonda
sera commuée en peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et elles sont toutes les deux en prison, et ce depuis 33 ans, et elles sont tristement célèbres dans la région pour avoir été à l'origine de ce meurtre de masse pathétique qui inspirera d'ailleurs en 1997 le film 100 Proof, qui a été tourné dans le Kentucky et qui d'ailleurs sera salué par la critique pour sa description de la pauvreté et de la violence. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.